Dans 45 à 50 minutes, nous accueillerons M. Bellamy, parlementaire européen, député européen. Avant cela, le troisième sujet, troisième table ronde, affirmer le leadership français et européen dans le domaine technologique. On va beaucoup parler de transport aérien. Je vais demander à Marc Ami, vice-président des affaires publiques chez Airbus. Je vais lui demander de me rejoindre, vous installer où vous le souhaitez. Madame Marianne Siècle de Maintenon, directrice des affaires institutionnelles et internationales chez Air France KLM. Air France et KLM. Mathieu Cuyp, venez vous installer, directeur des affaires publiques chez ADP, Aéroport de Paris. Et Thibault Normand, vice-président stratégie climat chez Safran. Merci d'être là. Je rappelais tout à l'heure quelques chiffres. 4,5 milliards de passagers transportés dans le monde avant la crise du Covid, c'est à peu près ça, à peu de choses près. Les projections nous disaient en substance qu'on allait doubler dans les 20 années qui viennent. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais ce que je sais, c'est que l'avion est régulièrement montré du doigt, désigné comme coupable, même si le transport aérien ne représente qu'entre 3 et 6% des émissions de gaz à effet de serre, selon les modèles de calcul. L'avion est même interdit sur un certain nombre de destinations, tandis d'ailleurs qu'en Asie, le trafic, y compris le trafic intra-asiatique, continue de se développer. Je voudrais commencer avec vous, Madame Siècle de Maintenon, pour vous demander si dans cette reprise post-Covid, on va laisser les événements ukrainiens de côté, vous avez à nous présenter les atouts de votre secteur, sachant que il est souvent présenté comme coupable, en tout cas optionnable. Bonjour, tout d'abord, et merci de nous accueillir. Merci d'accueillir Air France KLM. Pour répondre à votre question, les atouts du transport aérien, le premier, je pense, c'est que finalement, c'est un actif stratégique pour les pays, comme cela a été démontré pendant la crise Covid, avec les rapatriements qu'il a permis. Plus de 500 000 personnes groupe Air France KLM au moment donc, de la crise Covid, dont plus de 200 000 Français, aussi par le transport du matériel médical. Au-delà de la crise, ce qui est important, me semble-t-il, de souligner, c'est que c'est avant tout un facteur de lien, un facteur de cohésion, puisqu'en fait, l'aérien, ça permet de rapprocher les peuples, les cultures. Donc dans son ADN, il y a une ouverture, il y a de la tolérance. Mais au-delà de ça aussi, c'est un formidable atout économique, puisque c'est avant tout un actif de connectivité essentiel pour les pays qui ont la chance d'accueillir des grands hubs, des plateformes de correspondance. Ça leur permet une projection sur le monde et ça permet également une très forte attractivité, au-delà des personnes, pour les entreprises également. Donc en fait, l'Europe, aujourd'hui, a la chance d'avoir plusieurs hubs très importants sur son territoire, et c'est pour elle à la fois un facteur de projection à l'international, et c'est à la fois un facteur d'attractivité intense pour ce qu'elle a à offrir. Alors, oui, imagine-t-on par exemple Clermont-Ferrand, Michelin, sans avion. Il y a les hubs, mais il y a aussi les plateformes secondaires. Ou imagine-t-on Castres sans avion, avec des laboratoires médicaux français importants à l'échelon du monde, à l'échelon de l'Europe et du monde. On va tout de suite vous poser la question qui nous taraude tous. Marc Ami, vous êtes vice-président des affaires publiques chez Airbus. J'entends beaucoup parler de l'avion propre, alors avec un calendrier à négocier, 2035, 2040, etc. Est-ce que c'est réaliste ? Alors oui, mais je vais d'abord un peu expliquer la situation de cette industrie en général et puis des étapes. Parce qu'on parle beaucoup de l'avion hydrogène et j'en suis très content parce que c'est un des projets phares d'Airbus et on y croit beaucoup. Mais la première chose qu'on peut dire, c'est que, et je ne sais pas si on le sait, le secteur aérien est sans doute au niveau mondial, toutes composantes confondues, un secteur qui a pris l'engagement l'an dernier d'être neutre carbone en 2050. Tous les aéroports du monde, toutes les compagnies aériennes du monde, tous les constructeurs du monde, tous les services de navigation aérienne du monde entier se sont engagés l'an dernier. Et on ne s'est pas contenté de fixer un objectif de neutralité carbone en 2050, on a dit comment on allait le faire entre les compagnies aériennes et les constructeurs. Alors Airbus est un constructeur. Pour nous, il y a 3 étapes essentielles. La première étape, c'est le renouvellement des flottes d'avions.
Aujourd'hui, vous avez 13% simplement des flottes d'avions qui sont équipées de la dernière génération. Et cette dernière génération fait de 20 à 25% de moins d'émissions de CO2. On ne sait pas la performance d'un avion aujourd'hui, c'est 2 litres au 100 km par passager. Hein. On a fait 50% déjà d'amélioration de l'efficacité énergétique. Sur Paris-Marseille, c'est moins qu'une Clio. Oui. Donc, et on a encore des perspectives. Donc, on a 87% des flottes à renouveler avec 20-25%. C'est le premier palier. Le deuxième palier, donc ça c'est tout de suite, avec du temps quand même, le temps de renouveler les flottes. Juste une question technique au passage pour qu'on comprenne bien. Quand vous dites que la nouvelle génération des avions émet moins de CO2, c'est lié aux motoristes, c'est lié à la conception de la cellule? C'est tout. C'est-à-dire que prenons le 350, qui est le dernier avion long courrier d'Airbus. Un avion, sa performance dépend effectivement des moteurs, d'abord. Et les motoristes ont fait, on ne va pas rentrer dans les technologies des moteurs, mais c'est étonnant comme un moteur d'avion peut être performant. Plus un avion est léger, moins il y a besoin d'énergie pour le faire voler. Et la 350 a plus de 50% de carbone. Et donc, ça permet effectivement d'avoir un avion beaucoup plus léger, donc beaucoup plus économe en énergie. Le troisième, c'est l'aérodynamique de l'avion. On a fait énormément d'efforts sur les ailes. Et donc, on a un écoulement laminaire qui est bien meilleur et de portance. C'est des avions, comme ils sont plus puissants et plus légers, ils peuvent voler plus haut. Donc, il y a moins de frottement dans l'air, etc. Donc, globalement, on a un gain qui est un saut quand même important de réduction des émissions de CO2. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, c'est l'utilisation, on en a déjà beaucoup parlé dans les autres domaines de transport, les carburants durables. Nos avions aujourd'hui sont certifiés pour voler avec 50% de carburant durable. Et un carburant durable permet de réduire sur un cycle complet les émissions de 80%. Donc c'est un deuxième palier. Et d'ici 2030, on va rendre tous nos avions compatibles avec 100% de carburant durable. Ce qui, en théorie, donne un potentiel pour les compagnies aériennes de réduction de 80% des émissions de CO2. Donc c'est le deuxième palier. Marianne d'Air France parlera sans doute du fait qu'il faut que ces carburants durables soient disponibles et imprimables. Et le dernier palier, celui qu'on envisage pour 2035, c'est l'avion à hydrogène. Alors pourquoi l'avion à hydrogène ? Parce que lui, il est vraiment zéro CO2, zéro émission. Ce n'est pas sur un cycle où on prend du CO2 et on le réinjecte. Il n'émet plus de CO2. Et en plus, l'hydrogène est un carburant extrêmement puissant. 99%, je crois, des composants de l'univers sont des atomes d'hydrogène. Donc, c'est ce qu'il y a de plus disponible dans la nature. Et donc, ça émet zéro CO2. Et dans le monde électrifié de demain, qui va remplacer 80% d'énergie fossile, on a l'électrification directe, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous branchez votre chauffage à l'électricité disponible. Vous avez les batteries. Mais les batteries sont d'un rapport puissance-poids qui n'est pas favorable à l'aérien. Et donc, la dernière solution, c'est l'hydrogène, où vous transformez cette électricité en hydrogène, et après, vous pouvez la brûler dans un réacteur, et vous obtenez exactement le même résultat que le kérosène. Sauf que l'hydrogène est 4 fois plus puissant, au poids égal, ça peu de monde le savent, que du kérosène. Il a un inconvénient, par contre, c'est qu'il prend beaucoup plus de volume. Donc, il faut le liquéfier, le refroidir, le compresser. Donc, pour traverser l'Atlantique, il faut à peu près 80 tonnes, c'est ça, 80 tonnes de fuel, oui, à peu de choses près. Ça veut dire qu'on divise par 4 l'emport ? En poids. En poids, en termes de poids. Mais on multiplie volume par 3. D'accord, le volume et le poids. Très bien. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur 3 concepts aujourd'hui, qui sont entre 100 et 200 passagers, entre 2000 et à peu près entre 1000 et 2000 nautiques, donc 3500 km dans un premier temps, sur les avions qu'on prévoit sur 2035. Donc c'est déjà, ça couvre, je dirais, l'ensemble de l'Europe, voire un peu plus. Pour aller sur des vols transatlantiques, là, il faudra des designs d'avions un peu différents que ceux qu'on connaît aujourd'hui pour pouvoir emporter. Et donc, ce sera la génération suivante. Mais donc, 2035, avion hydrogène, pour nous, c'est tout à fait réaliste. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a à peine 15 jours, nous avons lancé avec un consortium de motoristes, CFM, donc Safran et General Electric, le projet d'un avion qui va voler dans les années qui viennent avec un réservoir central à hydrogène et un réacteur additionné qui nous permettra donc de tester l'ensemble
carburant, réservoir et propulsion avec un moteur CFM qui est déjà disponible. Donc on est vraiment là dans des échéances de quelques années sur les tests en vol. Et ensuite, évidemment, il faut continuer à développer le programme. Et un programme d'avion complet, c'est à peu près 15 ans. Ça nous amène en 2035. Voilà, pour poser un chiffre de plus, et vous me dites si vous le partagez, le transport court et moyen courrier, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Donc on aurait déjà réglé sur des courtes distances, vous parlez de 3000 nautiques, c'est ça? Sur 2000 nautiques, 3500 km, on s'approche effectivement des 50% de consommation de carburant. Évidemment, ce remplacement dans les flottes d'avions, un avion, ça vole 20-30 ans. C'est pour ça qu'on a, en attendant, besoin de ces carburants durables. Et puis petit à petit, ces avions à hydrogène vont pénétrer les flottes et donc remplacer les carburants actuels. Thibault Normand, vous êtes vice-président stratégie climat chez Safran. Vous travaillez, vous aussi, sur ce sujet. L'état d'avancement vous incite à être plutôt optimiste. Alors on sait que dans l'innovation, il y a des hauts et des bas, mais il y a aussi la courbe d'expérience. C'est-à-dire que plus on avance, plus on innove, plus ça va vite. Alors Safran, effectivement, intervient à la fois sur la définition des moteurs, on intervient aussi dans les équipements, avec tout ce qui concerne, par exemple, l'électrification progressive des avions, qui permet de gagner de la masse, d'optimiser mieux le moteur. Et puis, sur les intérieurs de cabine, on a aussi une tendance à l'allègement. Tous les 5-6 ans, on gagne 2 kg par siège, ce qui, petit à petit, nous permet de réduire la consommation. Sur la partie des moteurs, évidemment, on a ce thème de travail sur l'hydrogène. Il y a un défi technologique, mais il y a une vraie roadmap qui a été construite aujourd'hui avec les avionneurs, et principalement Airbus, avec les pouvoirs publics aussi, puisque, et c'est un point important, on est très soutenu par les autorités à la fois en France, dans le cadre d'un travail très collectif au sein du comité de la recherche pour l'aéronautique civile, le CORAC. C'est une vraie force du secteur aérien, aéronautique, de travailler comme ça de manière très collective. Et puis, au niveau européen, c'est quand même un des enjeux de la journée d'aujourd'hui, à travers un programme de recherche, Clean Aviation, qui vient d'être officiellement lancé et qui contribuera à ces priorités technologiques. Alors, sur les moteurs, on s'améliore régulièrement. Il y a 5-6 ans est arrivée une nouvelle génération de moteurs qui a permis de gagner 15%. Et on voit encore des progrès. Et le défi climatique nous incite à aller plus vite que la tendance historique d'amélioration de l'efficacité des avions, et à viser pour la prochaine génération un gain au niveau des moteurs de l'ordre de 20% de la consommation, qui permettrait, par effet de boule de neige, d'avoir un gain de consommation encore plus important au niveau de l'avion. Et ça, pour nous, c'est vraiment cœur, avant de parler des carburants durables, avant de parler des autres mesures, moins consommer. C'est évidemment le premier pilier de toute politique énergétique et de transition. Et c'est à la fois un enjeu économique pour le secteur aérien. On parlera de carburant plus cher, donc oui, consommer est un enjeu. C'est un enjeu de ressources, mais c'est aussi un enjeu technologique, parce que, on l'a évoqué, l'hydrogène occupe beaucoup de place. En consommer le moins possible pour une poussée donnée, ça permettra de favoriser l'émergence de cet avion. Et donc ça, c'est notre feuille de route qui a été présentée en juin dernier à travers un programme de recherche et un concept de moteur non caréné, donc en vraie rupture, avec non caréné. Il y aurait plus de nacelles, de capots autour du moteur, et une taille de la soufflante, la partie des pales qu'on voit, qui serait typiquement 2 fois plus importante que les moteurs actuels. Donc une vraie rupture. C'est typiquement quelque chose qui n'est pas aujourd'hui porté par d'autres motoristes américains. Et c'est bien le défi climatique qui fait qu'aujourd'hui, on intègre dans notre stratégie la nécessité de cette rupture sur l'efficacité énergétique. Alors, Mathieu Cuib, directeur des affaires publiques chez ADP, je suis curieux de savoir ce que c'est qu'un aéroport zéro carbone. Alors, un aéroport zéro carbone, c'est d'abord un aéroport avec l'ensemble de nos amis ici présents, évidemment, à la fois au sol et à la fois en l'air. Au sol, on a évidemment une marge de manœuvre de décarbonation de nos activités, d'abord sur nos bâtiments propres, c'est aller vers des bâtiments bas carbone dans l'ensemble de nos nouvelles constructions. C'est aussi être extrêmement vigilant sur le type d'énergie qu'on utilise pour faire le chaud-froid dans nos aérogares. Vous connaissez tous nos aéroports d'Orly, de Charles de Gaulle, du Bourget, etc., où on a de très grands volumes. On a eu une politique extrêmement volontariste, en tout cas au sein du groupe ADP, qui consistait à, il y a déjà plusieurs années,
engager des PPA, c'est-à-dire pour l'achat d'énergie renouvelable, d'électricité décarbonée. Donc nous, on fait du solaire dans le sud de la France. Hein. Et on a aussi lancé tout un travail sur la biomasse et la géothermie. On a une centrale biomasse à CDG, vous êtes les bienvenus si vous voulez la visiter. On a des doublets de géothermie à Orly. On est en train de travailler avec le marché de Rungis pour récupérer en fait la chaleur fatale de l'incinérateur pour pouvoir chauffer les terminaux de l'aéroport d'Orly. Donc on a une logique un peu territoriale toujours, évidemment, parce qu'il faut être proche de nos riveraintés, et à la fois, évidemment, prendre le tournant environnemental qui est extrêmement attendu par les riverains, par les élus et puis par l'opinion publique sur l'ensemble de notre secteur. Et puis au sol, bien sûr, il y a une forte activité. Vous le voyez bien quand vous êtes à l'aéroport. Hein, vous êtes en salle d'embarquement, vous attendez votre vol. Vous voyez une agitation sur le tarmac. On a énormément de véhicules, des petits véhicules, ce qu'on appelle les pushbacks. Hein. En tout cas, c'est ces appareils qui font la repousse de l'avion. Vous avez aussi les tracteurs bagages hein, qui amènent votre bagage du terminal vers les soutes de l'avion. Il y a les outils de fret et puis il y a les bus. Parfois, vous êtes au large, n'en déplaise à nos amis. C'est-à-dire que l'avion n'est pas au contact de la passerelle, mais vous devez embarquer par bus, et donc par conséquent, là aussi, vous avez une utilisation de véhicules. Notre objectif, il est très clair, c'est d'aller vers 100% de notre flotte au sol décarbonée, c'est-à-dire soit électrique, soit hydrogène, à relativement court terme, puisqu'on s'est fixé sur le périmètre ADP un objectif à 2027 de 100% de notre flotte décarbonée. Mais nous ne sommes pas tout seuls sur la plateforme. Hein. On a ce qu'on appelle des assistants en escale, et puis on a les compagnies qui ont aussi beaucoup de voitures. Vous voyez parfois les voitures d'Air France et d'autres acteurs sur le tarmac. Je sais que pour le coup, mais je te laisserai Marianne en parler, Air France a une politique extrêmement volontaire sur le sujet aussi. Et notre rôle à nous d'aéroport... Passer à des véhicules électriques, c'est ça? Absolument. Oui, sortir du thermique et passer... Oui, tout à fait. On va le laisser terminer, puis je vous rendrai la parole. Et sur nos assistants en escale, c'est-à-dire des entreprises qui assurent votre enregistrement en aéroport, qui traitent vos bagages, etc. Là aussi, dans les renouvellements de licences, puisque nous sommes ceux qui donnent la licence d'autorisation de travail sur la plateforme, nous incitons très fortement à aller vers de l'équipement décarboné. Alors évidemment, c'est pas totalement facile dans une situation de crise économique pour le secteur, hein, vous imaginez bien. Ça demande et ça nécessite des investissements extrêmement lourds, puisque pour des opérateurs qui ne sont pas forcément de la taille d'Air France ou d'ADP, parfois nos assistants en escale doivent planifier des investissements coûteux. Donc il y a tout un débat qui est engagé, à la fois de soutien des pouvoirs publics à l'échelle nationale et européenne. Vous avez tout un débat sur la taxonomie, ça ne vous aura pas échappé pour vous qui êtes des spécialistes de ces secteurs. Et donc voilà pour, j'allais dire, au sol, l'aéroport vert. Mais ce n'est pas fini. Question, oui, une question que je vous pose tout à la fois comme passager et comme curieux. Il y a aussi la question de la régulation du trafic au sol. J'ai compris que très souvent, les avions attendent très longtemps. Et est-ce qu'il y a des solutions dans ce domaine? Alors, absolument. Tout le monde veut décoller au même moment, ça je vous le concède, et atterrir au même moment, enfin, en tout cas hein, de façon assez massive. Mais est-ce que vous pouvez faire mieux dans ce domaine? Alors, on fait mieux, et on le fait en bonne intelligence d'abord avec les services de l'État, la DGAC, le contrôle et les compagnies aériennes. Vous savez que nos aéroports parisiens, Charles de Gaulle et Orly, sont particulièrement fréquentés, qu'il y a effectivement des logiques, pour Charles de Gaulle en tout cas, de plages de hub, c'est-à-dire des moments dans la journée où les passagers arrivent de certaines destinations, disons, européennes et repartent vers l'international, pour les correspondances, etc. Ce qui demande effectivement une adaptation, puisque nos infrastructures sont souvent très chargées en pic. À Orly, vous connaissez, l'aéroport est déjà extrêmement fréquenté par sa proximité de Paris, qui est un aéroport très apprécié. Et donc, par conséquent, on a travaillé et on travaille au quotidien sur l'amélioration des temps de roulage. C'est-à-dire que nous avons l'ambition de réduire au maximum les temps de roulage, puisque lorsqu'un appareil roule, un avion c'est quand même fait pour voler, hein, c'est pas vraiment fait pour rouler sur un tarmac, donc évidemment il consomme du kérosène et donc il émet du CO2. Et notre ambition c'est de réduire au maximum le temps de roulage. On le fait à Orly, hein, le temps de roulage moyen à Orly c'est 7 minutes entre le seuil de piste et la porte. C'est quand même un des aéroports les plus performants en Europe. Vous prenez par exemple l'aéroport d'Istanbul, on est quasiment à 20-25 minutes. Charles de Gaulle en moyenne on est un peu moins d'un quart d'heure. Donc pour le coup, il suffit que vous fassiez le test, hein, vous atterrissez à Istanbul, vous roulez sur le tarmac énormément. Donc pour le coup, on a cette capacité-là à améliorer le temps de roulage au sol. Et puis je sais que nos amis, notamment de Safran et d'autres, travaillent justement sur une forme de décarbonation du roulage par l'électrification. Il n'y a pas une propulsion électrique disponible pour faire ça? Mais je ne veux pas vampiriser les réalisations de nos amis.
Oui, effectivement, la première étape, en fait, c'est de faire ce roulage sur la base d'un seul moteur, Ouais. ce qui n'est pas encore complètement généralisé dans le monde. Et la deuxième étape, c'est effectivement des travaux d'innovation. On en a mené, ça ne s'est pas encore concrétisé sur des avions en service, mais pour avoir typiquement un moteur électrique au niveau du train avant et permettre d'avoir une phase de roulage où on n'actionne pas le moteur principal, mais en fait, la source de puissance auxiliaire, qui est un petit moteur thermique à l'arrière de l'avion, pour alimenter en électricité ce moteur. Et réduire, du coup, les émissions, typiquement, ça a surtout un intérêt pour du court-moyen courrier, qui a une très forte fréquence. Et donc, les travaux qu'on a menés montrent que ça permettrait de réduire le CO2 de 4% sur un Paris-Toulouse. Parce que vous avez énormément de fréquences. C'est un poids supplémentaire dans l'avion, mais ça a un vrai intérêt quand vous avez régulièrement du roulage dans la phase d'utilisation de l'avion. Je vous ai interrompu, mais je voulais... Je rebondis juste sur l'aéroport vert encore, puisque tu évoquais les APU, donc les petits moteurs de substitution. Donc une fois que vous êtes arrivé à l'aéroport, vous avez une chaleur décarbonée, vous avez un circuit passager qui a été évidemment largement amélioré sur les tris des déchets, etc. On a fait énormément d'efforts là-dessus. Et puis vous attendez dans l'avion que l'avion repousse et décolle. Là aussi, un avion au contact, c'est-à-dire qui attend l'ensemble des opérations au sol, en théorie, fonctionne sur un petit moteur auxiliaire qui s'appelle l'APU, et donc qui, évidemment, une fois encore, un avion n'étant pas fait pour être au sol, en tout cas, on préfère qu'il soit en l'air le moins longtemps possible, consomme énormément quand il est au sol et qu'il utilise ce moteur. Donc l'ambition, c'est d'arriver à, je caricature un peu le propos, mais brancher l'avion sur l'électricité. Et donc, on est en train d'équiper la totalité de nos postes, c'est-à-dire des points de contact d'avion dans les portes d'embarquement, en quelque sorte, par des grosses prises 400 GHz pour brancher les avions et qu'ils n'utilisent plus ce petit moteur auxiliaire lorsqu'ils sont en stationnement. L'objectif, c'est évidemment de réduire au maximum la consommation de kérosène au sol pour que les avions soient encore plus performants et que par ailleurs on ait aussi un impact sur la qualité de l'air sur la plateforme, etc., etc. Alors, beaucoup de questions à vous poser sur les temps technologiques, mais pour bien comprendre le business model du transport aérien, le carburant, c'est pour une compagnie comme vous... Entre 20 et 30%. 30%. Entre 20 et 30% du poste de coût. Du poste de coût, c'est 50% pour une compagnie low cost qui a peu de... Mais pour vous, ça dépend. Voilà. Pour nous, pour un groupe comme Air France KLM, entre 20 et 30%. Je voudrais juste rebondir une seconde sur ce qui a été dit précédemment, parce que je pense que ça montre quand même le formidable effort collectif qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que cette décarbonation du transport aérien, c'est un tel défi, parce qu'en fait, les attentes sociétales sont telles, c'est-à-dire que le besoin de mobilité, il est réel pour les entreprises, pour les personnes, tout simplement. Et en même temps, on n'a pas d'autre choix que de décarboner. Et les attentes sociétales sont énormes. Et je crois qu'on peut dire qu'en fait, tous ensemble, on les prend à bras-le-corps. Et ce qui a été dit là, par exemple, ce qu'a dit Marc Hamy sur les avions. Aujourd'hui, si je prends les avions de nouvelle génération, le groupe Air France KLM, aujourd'hui, vous savez très bien, on sort d'une crise énorme. On a été soutenu par l'État, ce qui nous a permis de la traverser. Et en fait, quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'on a entamé notre plan de transformation, on a coupé dans nos coûts, bien sûr on a coupé aussi dans nos investissements, mais on a préservé un poste d'investissement qui sont l'investissement dans la flotte. Pourquoi ? Parce que la flotte, introduire dans notre flotte des avions de nouvelle génération, ceux qui existent aujourd'hui, c'est le seul moyen pour nous de continuer notre trajectoire de décarbonation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans la flotte, on a eu effectivement les A220 Neo, on a eu donc également les Airbus 350, on a aussi du côté de KLM les 787. Bon. Et donc, tout ça, aujourd'hui, on a dans notre flotte 10% d'avions de nouvelle génération. Avec un 220, qu'est-ce qu'on fait comme type de entre 20 de et 20, trajet entre 20, un 220, donc c'est sur des trajets européens. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces avions de nouvelle génération, ils permettent effectivement entre 20 et 25% d'économie d'émissions de CO2. On n'émet pas, voilà. Et ce que je précisais, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a 10% dans notre flotte d'avions de nouvelle génération, aujourd'hui, 2022. 2025, on vise 43%. D'accord. Donc on est réellement engagé sur ce premier levier. Alors, vous êtes engagé, mais le transport aérien s'apprécie à l'échelon du monde. Monsieur Hamy, Marc Hamy, vice-président affaires publiques chez Airbus. En vous écoutant, je me demandais ce que vous faisiez des avions
dont vous vous séparez, vous les vendez, c'est ça? Si vous changez votre flotte, vous avez des avions, ceux dont vous êtes propriétaire aujourd'hui, si vous n'en êtes pas propriétaire, vous les rendez à un loueur, à défaut, vous les vendez. C'est bien ça. On les retrouve ailleurs dans le monde, non? Ça me rappelle un peu, vous savez, le débat qu'on a eu sur le diesel. Alors, il n'y a plus de diesel à Paris, mais c'est vendu à Sofia en ce moment. Bon, on a simplement déplacé la pollution. Bon, c'est mieux pour nous, hein, à Paris, mais non, je me pose la question parce que le défi, c'est pas de renouveler uniquement la flotte d'Air France, c'est de renouveler toutes les flottes. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que d'abord, ces avions-là peuvent remplacer des avions encore plus anciens. Et encore plus polluants. Et encore plus polluants. Donc, il peut y avoir un décalage dans le sens, dans l'amélioration, mais ça fait translater toute l'industrie aéronautique. Mais la performance des nouveaux avions est telle qu'en fait, toutes les compagnies du monde s'équipent aujourd'hui de ces dernières générations d'avions. Ce n'est pas exclusif de l'Europe, c'est encore moins exclusif de l'Asie. Les États-Unis nous achètent énormément d'avions, mais beaucoup de compagnies africaines et de l'Amérique latine nous achètent des A350. Donc, si vous voulez, pour être compétitif, et c'est un secteur très compétitif, l'aérien, puisqu'en général... Très concurrentiel, en tout cas. Très concurrentiel. Ouais. Donc, vous êtes obligé d'avoir la dernière génération. Et si notre carnet de commandes aujourd'hui est assez haut, il n'a finalement pas tellement baissé dans la période du Covid, c'est parce que les compagnies aériennes savent que demain, pour être compétitif, il faut avoir cette dernière génération d'avions. La deuxième chose, c'est qu'on a, notamment en France, développé à Tarbes une usine de retraitement des avions et on s'est recyclé 95% d'un avion aujourd'hui. Donc un avion, ça vit longtemps. Qu'est-ce que ça devient après? Alors, il y a tout ce qui est métallique, etc., est recyclé. Ce qui est, on a un système de certification et de suivi des composants d'un avion qui est très réglementé. Donc, ce qui est encore certifié peut être utilisé comme pièce de rechange sur des critères très sécurisés, hein, et tout le reste est recyclé. Donc, encore une fois, les avions sont essentiellement en aluminium et donc jusqu'à présent, donc ils sont recyclés. Il y avait un peu de malice dans ma remarque, mais aucune méchanceté, parce que je dois vous dire qu'on est tous très fiers d'Airbus. D'abord, parce que c'est un champion européen dans lequel la France joue un rôle déterminant. On est très fiers d'ADP, on est très fiers de vous tous et d'Air France. On vole Air France à chaque fois qu'on le peut. Marc Hamy, est-ce qu'il y a des étapes décisives? Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les grandes étapes décisives, y compris sur le plan économique, pour aller vers le zéro émission en 2050, avec une idée derrière qui est celle des prix? Du prix du transport. Sur le prix du transport, il y a cette discussion. Sur les étapes, en fait, le Covid est un accélérateur. Nous, on a une gamme d'avions complètement nouvelle qui date des années 2014 jusqu'à maintenant. La 220, la 320 Neo, la 330 Neo, la 350. Donc la gamme est complète. Et elle est du dernier cri. Il y a 87% des flottes mondiales à renouveler. Et donc le saut que l'on fait, le premier programme que l'on fait, c'est l'avion zéro émission hydrogène 2035. Et qu'on va baliser, comme je l'ai dit, par des essais en vol, etc. Donc nous, on fait un saut technologique pour aller directement vers la génération des avions zéro émission. En ce qui concerne le modèle économique derrière ça, quand nous, on a un programme avion, ça coûte des milliards. C'est souvent au-delà même du 10 milliards d'euros pour une nouvelle génération d'avions. Et on investit à peu près 2 milliards dans la recherche et l'innovation tous les ans. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on appelle l'upfront investment. Donc celui qui va investir le premier dans cette transition écologique. Quand on fait un avion hydrogène, c'est nous qui prenons la charge de l'investissement initial. Mais après, on va vendre ces avions et donc on va amortir l'investissement. On a vu tout à l'heure que les avions étaient beaucoup plus performants. Donc ça fait gagner aussi aux compagnies aériennes une compétitivité supplémentaire. Et à la fin, le passager s'y retrouve. Bien sûr. Si vous regardez l'évolution du transport aérien, de sa performance et du prix du billet, vous verrez. Donc c'est vrai qu'il y a un upfront investment qui est massif pour la transition écologique et pour remplacer le fossile par l'électricité. Mais moi, je vois beaucoup d'analyses qui mettent au-delà de cet investissement massif. Est-ce que le monde de demain décarboné sera plus cher? Ce n'est pas évident. Une fois qu'on a mis en place tous les investissements nécessaires pour mettre en marche, une fois après, on aura des avions à hydrogène qui vont... L'évolution du prix de l'hydrogène sur les marchés en état de modèle, donc ça va être cher au début, et puis ça va descendre, et ça va rattraper un prix de l'énergie qu'on a vu croissant. Et donc, à un moment, les courbes vont se croiser. Et c'est ce qu'on anticipe. Et vous avez besoin de quoi d'ici là?
avant que les Alors les sur le cornes se front croisent. investment, donc investissement dans la technologie, hein, on l'a dit tout à l'heure, le CORAC, etc. Aujourd'hui, on a au niveau européen, etc., des programmes de recherche. Et je pense pour les compagnies aériennes, c'est très important, notamment sur les carburants durables, mais Marianne en parlerait sûrement, il y a, à l'instar de ce que font les États-Unis, des systèmes incitatifs. Il faut savoir que le transport aérien est le seul assujetti à un prix du carbone aujourd'hui qui s'appelle les ETS européennes. Ouais. Et au travers de ce système, on peut recycler un système finalement de taxation, le réinjecter dans la décarbonation, et là, tout le monde est gagnant. Parce qu'effectivement, vous faites baisser le prix initial de carburants durables qui sont très chers, et avant qu'ils arrivent à un prix compétitif, vous aidez les compagnies aériennes à passer l'obstacle. Et tout ça est en train d'être... Les outils sont là. Il faut que les politiques utilisent ces outils, et notamment pour faire passer le cap difficile, qui est le cap de demain. C'est le cas? Ils les utilisent? Aujourd'hui, pas assez. Il y a des forces hostiles dans la société, non? C'est en débat actuellement. Il y a 2 grands projets qu'on appelle Refuel, qui est le mandat qui va obliger les compagnies aériennes à emporter du carburant durable, et il y a les ETS. Et le monde de l'industrie lier les deux, et il y a des amendements qui viennent d'être déposés sur la table du Parlement européen qui vont dans ce sens. On espère que la France soutiendra ces amendements et qu'on arrivera à recycler l'argent qui est mis dans le système, qui vient en fait aussi des compagnies aériennes qui payent ces ETS, pour aller vers la décarbonation. Un système de taxation est utile que si effectivement il enclenche le pas suivant qui est la décarbonation. Dites-nous un petit mot de ces SAF, là, Sustainable Aviation Aviation Fuel. Oui. Vous en mettez dans vos réservoirs Oui, à ce jour? Oui, nous en mettons. Alors, les SAF, c'est effectivement le 2e levier de décarbonation pour l'aérien. Parce que, comme cela a été dit, l'avion à hydrogène, effectivement, aura un rayon d'action qui sera limité au moyen courrier. Pour le long courrier, pour le transport intercontinental, on n'a pas de solution par l'avion à hydrogène à un horizon de 15 ans, 20 ans. Donc ça veut dire que pour décarboner, il faudra qu'on utilise les Sustainable Aviation Fuel, donc les carburants aéronautiques durables. Et ces carburants, pour nous, c'est extrêmement important. C'est le 2e levier le plus important. Combien vous en mettez actuellement dans vos Aujourd'hui, réservoirs? 1%. Aujourd'hui, donc l'État français donc, a instauré un mandat d'incorporation obligatoire qui est de 1%. Donc nous nous y conformons. Nous l'avons mis en œuvre donc, dès cette année en 2020. Je vous rends la parole une seconde, mais qui peut me dire comment sont fabriqués ces SAF là? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'huile de colza mélangée avec... Non, non, il y a les carburants. Alors d'abord, on exclut ce qui est en compétition avec la forêt et la nourriture. Il y a des critères dits de durabilité. Le premier produit, c'est on va le faire simple, je ne vous donne pas, il y en a 5 ou 6, des huiles usagées. Donc le recyclage de produits oléagineux pour en faire du carburant. Mais comme dirait Brice Lalonde, ça consomme de l'énergie. Tout consomme de l'énergie, mais la partie, c'est du raffinage en fait. C'est à peu près, donc c'est pas très éloigné. Je parle devant des pétroliers, mais c'est proche du refus. Bon. Après, il y a 2 procédés polytechniques, alcool to jet et Fischer-Tropsch. Bon. Fischer-Tropsch, c'est intéressant parce que c'est du recyclage de plastique, par exemple, de déchets de notre activité qui génère des plastiques. Le plastique, c'est du carbone. On sait l'hydrogéner et en faire des carburants. Il y a toujours carbone et hydrogène dans les carburants. Alcool to jet, c'est plutôt des résidus de canne à sucre, etc. Donc c'est proche de l'industrie du sucre et ça passe par des gaz. Ça aussi, dans l'automobile, vous avez l'éthanol. Bon, c'est pareil. Et enfin, je dirais la phase ultime, mais quand on voit les projections 2050, c'est pratiquement 50% à la fin. C'est ce qu'on a appelé aussi dans l'automobile des carburants synthétiques. Donc on retrouve l'hydrogène. Encore une fois, vous prenez de l'eau, vous faites de l'hydrolyse avec de l'énergie complètement décarbonée, vous obtenez de l'hydrogène. Vert, décarboné. Oui, vert. Et on développe aussi ce qu'on appelle le carbone capture. Donc vous allez prendre du carbone dans l'atmosphère, vous combinez de l'hydrogène et du CO2, vous faites un carburant dit synthétique ou e-fuel, et vous ne rejetez dans l'atmosphère que ce que vous avez capté. Donc vous avez un carburant qui vole dans tous les avions existants, aujourd'hui à 50%, demain à 100%, et qui, sur un cycle complet, certes, va demander quand même une certaine quantité d'énergie, mais est pratiquement neutre en carbone.
On reprend avec vous, donc 1% aujourd'hui, ça c'est réglementaire. Absolument. C'est une décision française. C'est une politique publique. Absolument. Et votre plan de marche en avant? Alors, le contexte réglementaire qui a été évoqué précédemment. Donc effectivement, l'Europe, avec le règlement ReFuelEU, qui est actuellement en discussion, prévoit effectivement une montée en charge des mandats d'incorporation. Nous aurons ainsi 2%, ce qui est prévu, 2% en 2025, 5% à l'horizon 2030, 10% à l'horizon 2035, pour aller jusqu'à 65% à l'horizon 2050. Donc, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut être capable de le produire. Donc, pour nous, compagnie aérienne, groupe de compagnies aériennes, ce qui est extrêmement important, c'est que la filière industrielle de production de ces carburants aéronautiques durables existe en Europe, en France. Si possible chez nous. Si possible chez nous, en France, parce qu'aujourd'hui, c'est en train effectivement de se constituer ailleurs dans le monde, parce que le problème, il est mondial. Donc, effectivement, c'est en pleine constitution. Donc, constituer cette filière, c'est extrêmement important, parce que les horizons dont on parle, 2030, c'est demain. Oui, 5%, c'est demain. Et nous partageons des ambitions pour notre trajectoire de décarbonation qui sont extrêmement importants. Et nous envisageons même, si c'est possible, de pouvoir aller au-delà. Mais pour pouvoir aller au-delà, la première question, c'est disposer de la ressource. Donc, la filière industrielle. Il faut absolument la créer en France. Alors, juste, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, le gouvernement français a lancé un appel, d'abord un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, ensuite un appel qui s'est traduit par un appel à projet. Nous soutenons ceci de façon nous y intéressons de très près. Donc, c'est une très bonne opportunité. Ensuite, effectivement, il y aura le plan France 2030, qui constitue aussi une opportunité extraordinaire pour soutenir effectivement cette industrialisation qui est porteuse de toute façon d'innovation pour la France, qui est porteuse aussi de création d'emplois. Donc c'est vraiment un projet fantastique. Après, il y a un deuxième sujet, c'est le coût, le prix. Alors, on va l'examiner juste après, mais je veux faire tourner la parole. Vous êtes prêts pour ça? Oui, tout à fait. Peut-être un point intéressant, c'est de montrer que, y compris les fournisseurs d'équipements, les motoristes, on est engagé de la même façon et autant qu'on peut dans l'adoption des carburants renouvelables. Par exemple, Safran a décidé, on est soumis aux mêmes réglementations qu'Air France, on utilise des carburants pour tester nos moteurs à la sortie de nos usines, à Villaroche par exemple, en région parisienne. On a décidé d'incorporer 10% de ces carburants durables, ce qu'on fait depuis la fin de l'année dernière, pour ces essais de réception de 100% des moteurs qui sortent de nos usines. Le soutien à ces carburants durables, on essaye de l'avoir par l'ensemble des dispositifs stratégiques de notre entreprise. Ça peut être du soutien à l'innovation, et on vient d'investir dans notre bras armé de corporate venture, d'investissement minoritaire, dans une start-up allemande qui développe une chaîne assez complexe de la chaîne de valeur de production des power to liquid, des electrofuels dont on parlait, les carburants synthétiques. Donc, pourquoi on a investi dans une telle société? C'est pour les accompagner, pour être le lien entre ces acteurs de l'innovation et le marché aérien, les amener à s'intéresser à notre secteur et les accompagner dans la définition du produit qui sera adapté au secteur aérien. Vous avez vocation, vous, un jour, à produire ces carburants? On ne se substituera pas à Total. Qui peut le faire? C'est Total, et typiquement, on a noué un partenariat stratégique avec Total Energy, où on s'approvisionne, d'une part, pour ces essais moteurs, mais on cherche aussi, chacun dans son rôle, à optimiser le couple moteur-carburant d'une certaine façon, puisque pour la première fois, on va avoir une espèce de chance dans les prochaines décennies. On va pouvoir rediscuter de la composition précise des carburants avec cette transition vers les SAF. Aujourd'hui, on utilise un carburant moteur, le kérosène, qui est le même depuis toujours, qui a une enveloppe qui n'a pas bougé. Passer au SAF, c'est des enjeux de gain de carbone sur le cycle de vie, mais il y a d'autres atouts possibles. Ça peut être une combustion plus propre, ça peut permettre de réduire les poussières vis-à-vis des effets hors CO2, les traînées de condensation, etc. On a des programmes de recherche qui sont lancés pour tester l'effet de ces carburants. Et tout ça pourrait nous amener à un gain environnemental en fait accru par rapport au CO2. Mathieu?
Là-dessus, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on est un secteur qui a connu depuis plusieurs années, au-delà de la crise, on est pris un peu en étau entre une crise économique d'une part et une défiance environnementale très importante, notamment, vous vous souvenez, 2018-2019, notre ami Greta Thunberg, les marches pour le climat, etc. Ça nous a obligés à accélérer dans notre travail de décarbonation. Je rebondis sur ce que disait Marianne, ça nous a peut-être aussi incité à travailler mieux ensemble, à porter une voix commune et avoir des réalisations concrètes tous ensemble. Les avionneurs, les équipementiers, les motoristes, les énergéticiens, les aéroports, les compagnies, etc. etc. Et de ce travail commun, je veux illustrer sur les SAF un sujet intéressant, c'est qu'on a fait avec Air France voler en mai un vol entre Paris, Charles de Gaulle et Montréal, où il y avait, de mémoire, Marianne, tu me corrigeras, un peu moins de 20% de SAF, mais bien au-delà de ce qu'on fait comme emport aujourd'hui, et qui montre de manière extrêmement probante que cette technologie est tangible, qu'elle est réelle. Les passagers le savaient ? Alors, les passagers l'ont su, bien évidemment. Bien. Les réseaux sociaux l'ont su aussi. Bon. Mais pour autant, ça permet de donner à voir que ce qu'on dit est concret, qu'on n'est pas dans quelque chose de complètement de l'ordre du rêve et qu'au contraire, on est une industrie sérieuse qui est probablement une qui a le plus avancé rapidement dans sa transition et sa décarbonation. Ça, c'est un premier point. Ça donne aussi, je rebondis sur la question des pouvoirs publics, à voir que puisque nos ambitions sont grandes et nos réalisations sont sérieuses, il y a un besoin quand même de soutien à la fois au niveau national et à la fois au niveau européen. Sur les carburants durables, Marianne va en parler, mais il y a évidemment une logique de surcoût et il y a une logique de souveraineté. On voit bien le contexte géopolitique de ces dernières semaines. Le fait d'être dépendant d'hydrocarbures, qu'ils soient russes, qataris, peu importe, on s'en fiche, mais en tout cas qu'ils ne soient pas nationaux, nous semble être un outil, en tout cas, d'aller vers ces SAF et donc d'un soutien majeur à la production de ces carburants et à l'achat d'autre part, que les Américains, eux, ont bien compris. Il y a en ce moment, pendant qu'on parle, le Congrès américain qui est en train de passer la SAF Bill, donc une loi de l'administration Biden, qui vise justement à soutenir, pour 5 milliards de dollars américains, 3 fois rien, la production et le soutien à l'achat par des mécanismes de crédit d'impôt. On croit comprendre qu'aujourd'hui, les autorités françaises et européennes ne sont pas hyper fans des mécanismes de crédit d'impôt, mais de facto, on voit que des grandes puissances et des grands acteurs du transport aérien, les Américains le sont, et la France a quand même, on le sait collectivement, une voix très particulière sur la scène mondiale en matière d'aéronautique. Je pense que vous avez des leaders mondiaux face à vous. Donc la France, on le voit, dans les instances internationales, à l'OACI notamment, on a une voix très particulière, singulière, qui est d'ailleurs très entendue. Et donc là-dessus, nous, on appelle à la fois à l'échelle nationale et européenne à un soutien effectivement des pouvoirs publics sur les carburants durables. Et par ailleurs, cette réalisation et ce travail commun, je pense puisqu'on est dans un événement connexe à la présence française de l'Union européenne, on a signé collectivement ce qu'on a appelé la déclaration de Toulouse il y a quelques semaines à l'occasion du sommet européen avec les ministres des Transports à Toulouse, qui montrait l'engagement de l'ensemble de nos entreprises et du secteur aéronautique européen, et plus largement, puisqu'on a réussi à entraîner nos amis japonais, etc., pour aller vers des objectifs de zéro émission à horizon 30, 50, enfin avec une feuille de route extrêmement concrète. Donc voilà ce que je voulais. Tout ça montre finalement que le monde est toujours assez darwinien. C'est quand il y a une contrainte qu'il y a de l'innovation. La rente est l'ennemi de... Je me permets quand même de souligner que le secteur aérien collectivement est quand même un des secteurs qui fait énormément d'innovation. Ah, bien sûr. On avait la Caravelle, le Concorde, la 380, enfin bon bref, on fait quand même beaucoup. C'est quand même un secteur qui fonctionne. Tous les gens qui sont dans la salle, transport aérien, automobile, secteur du logement, ont réalisé, je ne sais pas si les Français s'en rendent compte, mais une révolution technologique, une révolution économique, parce que tout ça, ça mobilise du capital qui est absolument exemplaire. Il faut qu'on évoque une autre question. Sur cette infographie, vous voyez 37% d'augmentation du trafic en Europe, 30% d'augmentation des émissions. On voit déjà qu'il y a une décorrélation. Ce n'est pas suffisant, évidemment. Il faudra aller beaucoup plus loin. Pourquoi est-ce qu'il y a 37% d'augmentation du trafic en Europe? Parce que les Européens expriment des besoins de mobilité, mais aussi parce que, tendanciellement, le prix du billet d'avion a baissé. C'est la clé économique pour que le secteur reste un secteur prospère et en croissance. Il faut continuer de séduire les clients et, outre le confort que vous offrez dans vos avions, les services, il y a aussi la question du prix. Tout ceci consommera du capital, on l'a dit 3 fois, mais je crois qu'on pourrait le répéter à l'infini. Qui va payer? Est-ce que les prix des billets d'avion vont augmenter de façon décisive? Est-ce que, si je vous posais la question de façon provocante, est-ce qu'on va en revenir au temps de l'avion de mes parents, où seuls les très riches pouvaient prendre l'avion? Bien évidemment, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que l'ensemble de la population qui le souhaite puisse prendre l'avion.
Je voudrais juste dire un mot sur la décorrélation que vous abordez. Ouais. Si on regarde ce qui s'est passé en fait dans le cas d'Air France, Air France KLM ces dernières années, en fait entre 2005 et 2019, donc avant crise, on a réduit nos émissions carbone au global en volume de 6%. Et dans le même temps, on a eu une augmentation du trafic en passagers kilomètres transportés qui était de plus de 30%. Donc on voit bien que cette décorrélation, elle est possible. Elle est forte. Elle est possible. Et elle montre aussi autre chose, c'est qu'effectivement, certes, comme vous l'avez dit, la crise, c'est un facteur d'accélération. Et on ne le nie pas, au contraire. Voilà, quand il y a une contrainte, quand on réagit et on agit, et on renforce, et l'intensité grandit. Mais en fait, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille à ces sujets. Voilà. Le premier vol, certains se souviennent peut-être dans les années 2011, il y avait la Lapline sur Toulouse, où les premiers essais avec des carburants aéronautiques durables ont été faits. Encore une fois, avec la participation de l'écosystème dans son ensemble. Voilà. Donc pour en revenir au prix des billets d'avion, la transition, elle va coûter extrêmement cher. Comme vous l'avez dit, on le sait. Les SAF, pour reprendre cet exemple tout à l'heure, leur prix aujourd'hui est entre 3 et 8 fois le prix, 3 et 8 fois plus cher que le prix du kérosène classique. Comment vous expliquez l'écart 3 à 8 Ça dépend de la... C'est ça, du SAF? Oui, alors ça dépend. Voilà, c'est qu'en fait, ça dépend. Exactement, ça dépend de ce qu'expliquait Marc, c'est-à-dire des technologies utilisées. Employées. Donc les technologies qui sont aujourd'hui les plus matures, Marc a fait référence à la technologie EFA, donc celle qui utilise des huiles recyclées. Enfin voilà. Bon, ça c'est entre 3 et 4 fois, ça dépend ce qu'on utilise comme biomasse. Après, si on va effectivement sur des e-fuels, sur les carburants de synthèse, on peut atteindre jusqu'à 8 fois. Bon. La première chose, c'est que nous nous sommes convaincus, compte tenu de l'effort de décarbonation que nous aurons à faire, comme je l'expliquais tout à l'heure, il faudra que nous ayons accès à plusieurs types de SAF. Donc, ce qui est important, c'est effectivement tout de suite d'industrialiser ce qui peut l'être. Donc, les technologies qui sont matures, il faut les industrialiser. D'où ce qu'on disait investissement avant. Après, il faut continuer l'investissement sur la recherche et développement sur les autres. Et après, effectivement, tout ça, il faut bien sûr, pendant cette période de transition et de montée en charge, qu'on puisse avoir des dispositifs qui permettent d'abaisser le prix. Parce qu'on pourra bien effectivement passer une partie du surcoût aux clients. Aujourd'hui, quand on a commencé à incorporer 1% de SAF dans nos avions, nous avons effectivement répercuté, alors c'est infime, il s'agit de quelques euros, mais par souci de transparence vis-à-vis de nos clients, nous avons effectivement répercuté quelques euros dans le prix du billet. Et vous leur avez expliqué pourquoi? Absolument. Et on a expliqué pourquoi. Et tous nos clients ont reçu une lettre expliquant effectivement ce qui se passait. Voilà. Aujourd'hui, vis-à-vis des entreprises, nous avons monté des programmes SAF Corporate qui permettent aux entreprises qui le souhaitent, parce qu'elles aussi, elles ont un objectif de décarbonation. Elles aussi, il faut qu'elles décarbonent leur activité. Donc, elles peuvent participer au fait que nous utilisions des SAF en contribuant effectivement à l'achat donc des SAF qui sont utilisés pour leur transport. Mais pour le monde des entreprises, on ne peut pas imaginer des processus un peu innovants sur, je sais pas, leur réserver, par exemple, ces frais de déplacement des entreprises, quand on utilise des SAF, leur réserver un traitement comptable un peu à part, comme l'équivalent d'une espèce de suramortissement, des choses comme ça? Tout est imaginable. Comme vous l'avez dit, le moment est celui de l'innovation et de la créativité. Pour en revenir à votre question, pour éviter effectivement que le prix des billets d'avion atteigne des zones explose, on a effectivement besoin, au moins pendant une période de transition, jusqu'à ce que le marché fasse son œuvre, quand on sera arrivé à une massification de la production et vraiment une production de marché pour les SAF, le marché jouera son rôle. Mais pendant cet intervalle, il est absolument nécessaire, à l'identique de ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, qu'on puisse baisser le prix par des mécanismes de soutien à l'achat. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois que M. Bellamy est arrivé. Monsieur. Bien sûr, bien sûr. Une question très rapide. Réessayez. Allô? Oui. Voilà. Une question très rapide. Pour moi, vous ne regardez pas le système complet, vous vous arrêtez à votre industrie. Et j'en veux pour preuve le fait que, sauf erreur de ma part, il y a 52 milliards de kilowattheures kérosène qui sont consommés pour faire circuler les avions à partir de l'aéroport de Paris. 52 milliards de kilowattheures kérosène, ça représente, si on veut tout transformer en hydrogène,
ça représente 100 milliards de kilowattheures électriques à produire pour faire l'équivalent hydrogène nécessaire pour les avions d'ADP, non, de Roissy, pardon. Ça représente, suivant les types de réacteurs nucléaires, ça représente de 10 à 16 réacteurs nucléaires. Donc je ne crois pas une seule seconde qu'on va construire de 10 à 16 réacteurs nucléaires pour décarboner et rendre les avions, faire rouler les avions à l'hydrogène vert. Je ne crois pas ça une seule seconde. Explication technique. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on se cantonne au secteur aérien. Précisément, la mue que le secteur est en train de faire, c'est aussi pour ça qu'on est dans une association aujourd'hui comme Équilibre des énergies, c'est de créer ces ponts avec le secteur de l'énergie, puisqu'on voit, et on l'a bien exprimé, plus de la moitié de notre décarbonation va être liée au vecteur énergétique. Et on sait bien tous collectivement qu'une partie de notre avenir se joue avec les énergéticiens. Des acteurs du secteur oil and gas sur les SAF, la partie liquide, hein, on n'a jamais dit que tout serait à hydrogène liquide, molécule H2, hein, il y a d'autres voies dont on a longuement parlé, e-fuels, etc. Donc des acteurs de l'oil and gas, des électriciens, et je peux vous dire qu'on a des partenariats de R&T chez Safran avec à peu près tous les énergéticiens français, et des acteurs plus spécialisés sur un certain nombre de technologies. Donc, on a cette conscience des besoins énergétiques liés à l'aérien. Je ne pense pas que le débat sera escamoté. On le voit dans les dialogues avec la puissance publique. Aujourd'hui, c'est un des points de débat. L'ADEME le met sur la table, la DGAC en discute avec nous. Donc, on ne peut pas nous accuser de travailler entre nous, secteur aérien, sans ouvrir et créer des ponts. Voilà. Et évidemment, voler, c'est beaucoup d'énergie. Mais encore une fois, on n'a pas dit que l'hydrogène liquide serait 100% des avions au départ d'ADP. Mathieu Cube sur le prix du billet. Oui, puisqu'on est dans un événement matinée d'Europe, justement, j'ai vu François-Xavier Bellamy passer une tête tout à l'heure. En fait, à très court terme, il y a quand même un risque de forte augmentation du prix du billet. Je pense qu'il faut qu'on le souligne. Parce qu'aujourd'hui, les ambitions telles qu'elles sont proposées dans le paquet climat européen, notamment dans Fit for 55, donc les textes qui ont été présentés par la Commission européenne en juillet dernier, sans mesure d'adaptation ou de correction, elles vont effectivement renchérir considérablement le prix du billet d'avion. Non pas par mesure, c'est-à-dire si vous ajoutez effectivement le mandat d'incorporation, Marianne le soulignait, c'est quelques euros immédiatement parce qu'on est sur des mandats d'incorporation à 2%, puis 5%, etc. Mais si vous ajoutez les ETS qui vont devenir payants à 100%, si vous ajoutez le mandat d'incorporation et la taxation de l'énergie, en tout cas du kérosène, ce qu'ambitionne de faire le commissaire, le vice-président de la commission Timmermans, on va aller vers une très forte surcharge sur les vols intra-européens et donc une forte perte de compétitivité de l'activité aéronautique en Europe. Je dis aéronautique parce que ça veut dire que pour des compagnies aériennes qui verraient une concurrence finalement extra-communautaire, je pense à la concurrence du Golfe, hein, vous connaissez tous les grandes compagnies du Golfe, forcément, elles auraient des ressources en moins puisque les passagers, en fait, on vivrait un effet d'éviction majeur de l'Europe. Si vous faites un parcours entre Nice et la Corée, vous passez par Istanbul, vous échappez à toute taxation qui, in fine, a pour vocation d'améliorer notre performance environnementale. Vous passez par Istanbul, vous échappez, et vous ne volez pas ni sur Air France, ni sur KLM, ni sur Lufthansa. Vous volez plutôt sur Air France. Mais in fine, vous avez un problème où nos compagnies auront des difficultés à faire le renouvellement des flottes parce que, évidemment, moins de recettes, etc., etc. Donc il y a un sujet de fort renchérissement potentiel et on a, je pense collectivement dans le secteur, une action justement, et Marc le soulignait notamment sur les ETS, qui vise à dire si taxation il y a, nécessité de flécher l'essentiel de cette nouvelle taxation vers notamment le soutien au carburant durable pour faire baisser les prix. Est-ce qu'il ne faudra pas bâtir de nouvelles politiques de concurrence ? C'est vrai que vous êtes en face d'entreprises qui bénéficient de la rente pétrolière, qui ont peu de préoccupations en matière environnementale et en matière climatique, qui sont de nature à fausser les règles concurrentielles. Est-ce qu'il ne faut pas réécrire ces règles de concurrence en intégrant ce paramètre de ces questions environnementales ? Alors effectivement, le point qu'a soulevé Mathieu est essentiel.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez le choix en tant que client de l'itinéraire quand il n'y a pas de vol direct, de l'itinéraire. Et donc vous passez par une plateforme de hub aussi en fonction du prix et du service global qui va vous être proposé. Bon. Et comme effectivement, à la fois, on a la chance d'avoir l'Europe qui est fer de lance et qui entraîne le monde. Donc ça, c'est très important. Dans le même temps, ça crée un déséquilibre, puisqu'en fait, ceux qui sont basés en Europe vont être soumis à une réglementation qui ne s'appliquera pas de la même façon sur le reste du monde. Sauf à faire payer une taxe carbone comme dans d'autres secteurs. Ne parlons pas de taxe carbone. Non, mais l'équivalent de... Ne parlons pas de taxe carbone. Je pense que le premier point, c'est de se dire, cet effet d'entraînement, comment on peut l'élargir, tout en sachant que le monde, comme l'a souligné Marc aussi, tout le monde n'en est pas au même stade de développement, les attentes ne sont pas les mêmes partout, donc il faut tenir compte de tout ça. On a la chance d'avoir l'OACI qui peut aussi aider à expliquer, à entraîner, à trouver les moyens de formuler un certain équilibre. Ça prendra du temps, il y a l'Assemblée générale de l'OACI dans quelques mois, c'est important, ce sont des choses importantes. Il faut utiliser ces ressources parce que ça permet à la fois d'ouvrir, de montrer que cette connectivité, elle est extrêmement importante pour tous, pas seulement pour les Européens, pour les autres aussi, mais il faut trouver le moyen, effectivement, de ne pas exacerber les antagonismes. Après, sur ce que soulevait effectivement Mathieu, encore une fois, on a aujourd'hui donc un paquet qui est proposé par la Commission européenne. Encore une fois, c'est très bien. Nous, on soutient son ambition. Il n'y a pas de débat sur ce sujet. En revanche, il faut le voir dans sa globalité. Et effectivement, d'un côté, ce sont des vases communicants, si je peux essayer d'expliquer simplement. D'un côté, vous avez RefuelEU. RefuelEU, on vous dit, vous allez de plus en plus incorporer de carburants aéronautiques durables. Je ne reviens pas sur ce qu'on a dit précédemment. D'un autre côté, vous avez EU ETS. ETS, c'est effectivement ce qu'on paye effectivement chaque fois qu'on émet du carbone sur des vols européens. Bon. Plus on incorporera de SAF, moins on aura à payer d'ETS. Bon. Mais en même temps, si on veut éviter effectivement ces distorsions de concurrence, il faut qu'on trouve un moyen, un mécanisme correctif pendant quelques années, encore une fois, le temps qu'on arrive à des niveaux de SAF qui soient suffisants pour effectivement compenser tout ça. Mais qu'on trouve ces moyens, donc effectivement, comme l'a dit Mathieu, on a aujourd'hui des recettes qui pourraient être fléchées. Bon. Il y a aujourd'hui des fonds au niveau européen, le IS Innovation Fund, qui peuvent certainement... Donc, tout ça, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais ce sont des sujets qui sont partagés par nous, mais aussi avec d'autres filières. Enfin, c'est important, on sert les besoins de tous. Donc, de façon à trouver des solutions. Donc, les débats, effectivement, sont en cours à Bruxelles. Ce qui est très important, c'est effectivement, quand on parle des distorsions de concurrence, je l'exprimais pour Air France-KLM, on a la chance d'avoir le hub de Roissy, on a la chance d'avoir un hub à Amsterdam. Donc, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir offrir un service au maximum de clients via ces hubs. Bon. Mais les autres pays européens, y compris ceux qui n'ont pas forcément de hub, sont aussi extrêmement dépendants de cette connectivité européenne, du hub de Francfort, de ce qui se passe à Madrid. Donc, ce qui est important, c'est que cette compréhension, elle soit diffuse. Parce que ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est un mécanisme global. Aujourd'hui, le secteur aérien n'est pas dans le CBAM qui est discuté. Bon. Peut-être qu'il y sera. Bon, j'entendais tout à l'heure les énergéticiens dire aussi que n'y était pas non plus. Peut-être que dans quelques années, ce sera. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la prise de conscience, elle soit faite, parce que si on laisse instaurer quelque chose d'insidieux, aujourd'hui, 1%, 2% d'incorporation, les ETS sont appelés à disparaître les ETS gratuits, les quotas gratuits sont appelés à disparaître à fin 2027, donc on n'y est pas encore. Bon, si on laisse instaurer quelque chose qui renchérit progressivement et qui instaure ces distorsions de trafic, en fait, c'est le contournement de l'Europe qu'on organise. C'est ça. Insidieusement et à notre insu. C'est tout ce qu'on dit. Voilà. On se tire une balle dans le pied. Voilà. On est encore une fois, nous on veut la faire, cette décarbonation, mais on veut la faire de façon viable, économique et réaliste. Viable, durable, réaliste, acceptable par les compagnies, l'industrie aéronautique et les consommateurs. En un mot, et puis on donne la parole à monsieur. Oui, je voulais en dire une évidence, c'est que le climat est un enjeu global, il faut des solutions globales. Donc c'est bien qu'on ait des solutions en Europe, mais il faut résoudre le problème au niveau global. Et on a la chance dans l'aviation d'avoir une gouvernance internationale, ça s'appelle l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, qui a complètement réglementé le secteur du transport aérien. La certification d'un aéronef aujourd'hui, c'est sur la base des règlements internationaux de l'OACI. On voudrait faire en termes de climat ce qu'on a fait en termes de sécurité, c'est-à-dire
harmoniser le monde sur un objectif climatique. C'est très ambitieux. C'est l'objectif de la déclaration de Toulouse, mais on a au moins la chance d'en parler. 193 pays vont discuter de ce sujet en octobre de cette année. Et donc c'est une opportunité. On va voir si on peut rallier le monde entier sur l'ambition européenne, mais c'est l'objectif de notre industrie. Monsieur. Oui, c'est exact. Je trouve cette remarque sur l'OSCI intéressante. En fait, moi, j'aurais une petite question toute courte et puis une petite note aussi après avoir entendu ce que disait monsieur sur l'aberration de l'hydrogène. Je sais pas. Il y a quelques années, j'avais rencontré un des grands patrons du GIFAS qui disait « Mais non, de toute façon, il n'y aura jamais d'avion à hydrogène, c'est impossible ». Cette année, j'ai rencontré en début d'année un cadre de l'aéronautique que je ne peux pas citer qui me disait que 2035, ça lui paraissait quand même un petit peu court, ce serait plutôt 2050. Maintenant, bon, après, je pense qu'on peut s'attendre à tout, parce qu'on le voit dans d'autres industries. Le hasard fait parfois les choses d'une façon assez sidérante. Et alors, donc, ma question, c'est aujourd'hui, si je compare l'évolution récente du prix du diesel pour les voitures, du prix de l'ordinaire, le kérosène, il a augmenté en proportion de combien? Est-ce qu'il a augmenté? D'ailleurs, finalement, on n'en sait rien. Enfin, moi, j'en sais rien. Et comment ça impacte finalement l'activité? Alors vous allez me dire le prix du billet peut-être. Moi je trouve d'ailleurs qu'il y a suffisamment de raisons pour qu'il n'augmente pas trop non plus. Comment ça se passe sur ce plan-là? Madame? Pour ce marché-là? C'est plutôt vers vous que je me tourne. Il y a parfois des surcharges carburant, mais le prix du kérosène est le même, il est stable? Non, mais là... Le prix du kérosène... il n'est pas stable, c'est le prix du pétrole. Voilà. Il est, là, aujourd'hui, il a dépassé les 100, il a dépassé les 100 mais $. Vous avez acheté des couvertures. Oui, voilà. Après, ce qui se passe, c'est que... Pardon ? Si vous voulez, il y a quelques mois, on était sur des prix qui étaient autour de 60-70. Le baril. Ouais. Et là, il est passé donc à plus de 100. Le baril de kérosène. Le baril de pétrole, il est à 140. Je parle du kérosène, là. Je parle pas de... Combien coûte le kérosène sur le marché pour les compagnies? C'est indexé sur le prix du pétrole. Est-ce que vous le connaissez, ce prix, vous? Est-ce que vous savez combien coûte l'achat du kérosène à la SMCA de Roissy, par exemple? Combien il paye le kérosène? En fait, je me permets, si tu veux, Marianne, mais c'est pas au jour le jour. C'est-à-dire qu'en fait, les compagnies ne disent pas comme vous ou comme nous qui allons faire le plein à la station-service chez nos amis de Total. Tiens, aujourd'hui, c'est 2,11 ou 2,8, etc. C'est-à-dire que comme il y a ce qu'on appelle des couvertures, c'est-à-dire justement pour éviter les effets de fluctuation, on paye une assurance, les opérateurs achètent à 90 jours, à 120 jours, etc. Ce qui fait que le carburant le kérosène, qui est aujourd'hui introduit dans les réservoirs d'un 320 d'Air France, il a été acheté à un prix à 3 ou 4 mois. Le vrai sujet, c'est effectivement si les cours restent très hauts au regard de la situation internationale, etc. Là, effectivement, il y a un risque de renchérissement, risque qui a déjà été connu par l'ensemble des acteurs il y a quelques années, vous vous souvenez, 2008, 2011, etc. Et notamment pour le pétrole, Philippe Chalmin disait il n'y a pas très longtemps à la radio que personne ne peut vraiment deviner ce qui va se passer, et c'est effectivement angoissant pour les gens qui suivent ces marchés depuis des années. Parce que la situation est effectivement inédite. C'est la raison pour laquelle toutes les compagnies, je parle un peu pour toi, ont des cellules justement qui assurent la couverture pour minimiser les risques, évidemment, comme je pense beaucoup d'acteurs ici. Merci pour votre remarque. En tout cas, je pense qu'il y a un prix psychologique au-delà duquel on ne peut pas aller. Vous savez, il y a des acheteurs dès lors que le prix est acceptable. Dès lors que le prix n'est plus acceptable, il n'y a plus d'acheteurs. Le marché, ça marche comme ça, de façon générale. Monsieur, vous vouliez dire un mot? Oui, comme j'ai deux casquettes, Claude Foulon. Alors naturellement, moi je vais vous parler du végétal, parce que comme vous, monsieur, a évoqué les sucres, les betteraves, colza, etc. Et comme vous êtes en symbiose moteur et carburant, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez des algues. Finalement, les algues, ce sont des plantes. Alors vous en êtes où dans vos recherches? Je ne peux pas dire qu'on fasse de recherche, nous, dessus, Safran, puisqu'on n'est pas dans le rôle de producteur de ces carburants. Ce que je constate, c'est que l'horizon a plutôt tendance à s'éloigner au fil des années sur cette filière. Et en tout cas, elle ne fait pas partie des filières les plus déjà certifiées, les plus opérationnelles, et qui se déploieront sur la décennie à venir en matière de production industrielle. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas, comme monsieur vient de l'évoquer. Là, il a parlé de l'hydrogène.
Bon, pour faire de l'hydrogène, il faut de l'électrolyse, il y a un coût énergétique. Alors que dans le végétal, c'est la photosynthèse, donc il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, la photosynthèse n'est pas encore taxée. Sur ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'allez pas dans ce domaine-là. Ne bougez pas, monsieur Ami va vous raconter. Je ne parle pas des bactéries. Parce que on est complètement d'accord avec vous, à la fois sur l'équation énergétique. Il va falloir remplacer 80% des gigawatts de pétrole qui émettent du CO2 par de l'électricité qui n'en émet pas. C'est ça la vraie équation. On est tout à fait aligné sur les hypothèses de l'IRENA, de l'IER, on suit ça. Mais ce n'est pas un problème spécifique à l'aviation. La voiture électrique, le bus à l'hydrogène, il faut remplacer 80% d'énergie fossile par de l'électricité. Il y aura un peu de perte effectivement énergétique, donc il faudra plus de gigawatts aujourd'hui. Il y aura des économies d'énergie qui vont un petit peu réduire la facture d'un côté, etc. Et je suis d'accord avec vous, monsieur, il faut équilibrer. Il faut de l'énergie naturelle, ce qu'on appelle la biomasse. On ne sait pas aujourd'hui, vis-à-vis des procédés comme les algues, etc., quelles sont les limites de la biomasse. Aujourd'hui, on est dans un équilibre 50-50, c'est-à-dire 50% de sources vraiment biomasse nature, et 50% qui viendraient des carburants synthétiques on top, pour compenser les limites du feedstock. Mais on est au début de cette histoire, on est à 1%. Mais c'est sûr... Bon. Non, mais tant mieux, je dirais tant mieux. Mais il y a beaucoup de débats sur les limites de la biomasse, etc. Il faudra les deux. Alors, il faudra les deux, et puis il faudra éviter de déforester l'Amazonie aussi au passage, je l'ai dit, pour produire pas de déforestation et pas de concurrence alimentaire. Bon. C'est banni dans l'aéronautique. Merci à tous les quatre, merci d'avoir participé à ce sujet passionnant. Il y avait encore des questions, monsieur. Bon, pardon. Alors vraiment, la toute dernière. Non, il y a un monsieur derrière qui lève la main manifestement depuis un moment. Et puis Brice, je vous rends la parole juste après. Non, juste après. Vous avez compris, monsieur, une question courte. Il n'y aura pas de réponse, oui, c'est simple. D'accord. Bon, elle va être très courte en fait. On a parlé d'innovation en fait au niveau de... Qui êtes-vous? Vous pouvez vous présenter? Donc Doran Sejan de la société Digi. Donc on a parlé d'innovation au niveau de l'utilisation, au niveau du roulage aussi des appareils. Mais on n'a pas parlé du coup de fabrication, de l'impact de la fabrication, que ce soit pour les avions, pour les constructeurs, pour l'équipement ou pour l'automobile. Donc, quelle est cette part? C'est votre question. Est-ce que ça change radicalement votre... Non, mais c'est une très bonne question. En scope 1, scope 2, scope 3, on adresse tous les scopes. Donc la partie fabrication de l'avion, le scope 1, le scope 2, on fait comme tout le monde. On prend de l'électricité décarbonée, etc. On économise partout et on a un objectif de neutralité carbone depuis 2017. En 2050, sur la partie production, scope 1, scope 2. Donc tout est inclus. Et puis je dis sur le recyclage aussi. Donc on est vraiment dans l'économie circulaire et tous les scopes sont pour arriver à la fin à une vraie neutralité carbone. On n'a pas forcément le temps de détailler aujourd'hui ces points-là. Mais en revanche, contrairement aux véhicules particuliers que vous achetez, la part fabrication dans un avion, elle est vraiment de quelques pourcents. Parce que c'est un objet qui est utilisé d'une manière extrêmement intense sur une durée de vie longue. Intensive, donc 30 ans, ça n'a rien à voir avec le mix du carbone contenu dans l'objet véhicule que vous achetez quand vous allez chez Renault ou PSA. Un avion qui bétonne, c'est pas bon. Voilà. Oui, vous nous rappelez une règle simple, un avion qui bétonne, c'est un centre de coût, un avion qui vole, c'est un centre de profit. Voilà, c'est tout. Merci. Merci à tous les quatre. C'était passionnant, on aurait pu prolonger ces échanges. Il est vrai que le secteur du transport aérien est un de ceux qui réalise des efforts importants pour tendre vers l'objectif. Brice Lalonde. Ah non, mais ils sont tous partis. Non, mais c'était... Alors écoute, Pascal, c'était pour dire la même chose que vous, pour rendre hommage à l'aviation en France et son caractère extraordinairement innovant. Et mes souvenirs de militants écolos, à l'OACI ailleurs, c'est sur des initiatives de l'IATA, de l'Organisation du transport aérien, qui ont pris l'initiative eux-mêmes sans qu'on leur demande, même parce qu'ils ne sont pas dans les accords du climat internationaux, de réduire leurs émissions. Je veux dire, c'était absolument frappant, quoi. Et alors, pour répondre, d'abord, c'est qu'il y a des travaux sur la photosynthèse pour transformer directement la photo,
la lumière du soleil en carburant, donc c'est en cours. Alors on va voir si ça va se développer. Mais l'hydrogène, c'est déjà un marché mondial, c'est déjà en cours. Il y a d'abord, c'est pas simplement le nucléaire, c'est l'énergie solaire, ce sont les éoliennes, c'est toutes les sources d'énergie en ce moment vont produire de l'hydrogène au moment où l'électricité est la moins chère. Et de la même façon, vous voyez en ce moment l'Arabie Saoudite, elle est en train de se transformer en hub d'hydrogène. Et ils sont en train de passer des accords avec le Japon pour transporter cet hydrogène avec de l'ammoniac, parce que c'est plus facile à transporter. L'Australie a déjà lancé son premier bateau transporteur d'hydrogène, et l'Australie veut se mettre sur ce marché. Le Chili de la même manière. Donc c'est parti. Puis si ça manque encore un peu, on prendra un peu d'hydrogène, du gaz naturel, et on stockera. On demandera à Total d'aller stocker le CO2 sous terre, etc. Donc c'est parti. Donc il faut pas raconter que c'est uniquement du nucléaire. C'est pas vrai, quoi. Bon, donc voilà. Bon, donc c'est parti. On va faire un débat, mais il y a une formidable vitalité. Une formidable vitalité et une incroyable inventivité qui est en train de se développer partout. Donc l'aviation, au lieu de dire il faut rationner, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il faut pousser au contraire et encourager toutes ces innovations. Un tout petit point de détail, c'est la biomasse. Il faut faire attention parce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de politique nationale de la biomasse? C'est pas normal. On aurait dû flécher vers les avions qui ont absolument besoin de carburant liquide la biomasse en France, alors qu'on fait un peu n'importe quoi. Et on a une concurrence, me semble-t-il, avec la méthanisation, parce que vous avez GRDF et d'autres qui veulent faire d'immenses récoltes, si je puis dire, ou production de méthanisation. Il vaut mieux choisir. Donc voilà, l'aviation en a absolument besoin. Le gaz et les conduites de gaz, un peu moins, quoi. Je dis juste un petit mot, merci Brice, je dis juste un petit mot pour dire que vous nous avez suivis et vous continuez de nous suivre sur Zoom Live et sur Facebook Live. Vous avez été 8000 personnes à vous connecter, je ne m'adresse pas à la salle, mais à ceux qui nous suivent. Plus de 8000 personnes se sont connectées sur notre compte Twitter, Eden, et c'est un chiffre significatif qui démontre que le sujet